Le saumon, le poisson préféré des Français. Nous en consommons plus de 122 000 tonnes chaque année. 70% proviennent de fermes d'élevage situées en Norvège. Pourtant, cette production a fait l'objet de vives critiques ces dernières années, son impact environnemental et sanitaire ayant été pointé du doigt. Les polluants viennent grosso modo des aliments avec lesquels on nourrit les saumons dans les fermes d'élevage. Ça crée d'énormes problèmes environnementaux, des dead zones, des zones mortes. Il pourrait avoir un impact sur le saumon sauvage en lui transférant des maladies. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui? Dans quelles conditions les saumons de Norvège sont-ils vraiment élevés? Les critiques souvent lancées contre l'aquaculture norvégienne sont-elles toujours d'actualité? Avec l'aide des plus grands experts en aquaculture, éleveurs, vétérinaires, toxicologues, nous analyserons les nouvelles techniques d'élevage pour comprendre à quels enjeux l'aquaculture doit encore faire face. Vous pouvez avoir des pesticides, des polluants organiques persistants, ce qu'on appelle les POP. Avant qu'on les mette dans la mer, ils sont vaccinés par injection. Cela les protège parfaitement contre les maladies. On a testé la toxicité du contaminant A, du contaminant B, mais jamais du mélange du contaminant A plus B. L'aquaculture norvégienne est la plus sophistiquée au monde. La Norvège a commencé sa production dans les années 70. C'est le premier pays à avoir développé la salmoniculture, l'élevage de saumon, à l'échelle commerciale. Le départ a été un peu difficile, mais l'industrie s'est professionnalisée. Les normes se sont beaucoup améliorées. Je crois que l'aquaculture est une très bonne idée pour la production de nourriture, mais c'est assez risqué. Alors il y a beaucoup d'aspects qu'il faut contrôler. Peu de personnes connaissent l'aquaculture, et pourtant, ce mode d'élevage est un pilier de notre alimentation. Plus étonnant encore, elle pourrait apporter une réponse à l'insécurité alimentaire dans le monde. Nous décrypterons les enjeux de l'aquaculture de demain et à quelles conditions deviendra-t-elle durable et respectueuse de l'environnement et de la santé des hommes. Thoiry, dans les Yvelines. Dans les cuisines du célèbre chef Éric Léoté, le saumon y a toute sa place. J'utilise toutes sortes de poissons et notamment le saumon d'élevage, j'essaye d'en avoir. Il y a évidemment de tout sur les saumons d'élevage, mais j'essaye de sélectionner. J'essaye de les prendre de taille assez importante afin d'avoir des beaux pavés et pour avoir quelque chose qui soit très moelleux. Et je m'assure également de la provenance et de comment ils sont élevés, parce que c'est aussi important, comment ils sont nourris. J'essaye de faire en sorte d'avoir la meilleure qualité. La chair du saumon est fragile, souple. Plus sa texture est ferme, plus le poisson est de bonne qualité. Il est meilleur qu'il y a quelques années. On le ressent sur la chair, donc on a un côté gustatif qui est meilleur qu'avant. J'aime travailler le saumon le plus simplement possible. Alors déjà, on est sur des produits qui sont très fins en bouche, mais il faut faire attention de ne pas trop les cuire et de les associer simplement avec des produits qu'ils qu'ils subliment. Le saumon s'est démocratisé au début des années 90. Que ce soit en grande surface ou chez le poissonnier, il est en tête des ventes. C'est le cas chez Arnaud Vanham. C'est sûr que c'est un produit qu'on va mettre en valeur dans la boutique ici et on va le présenter soit en tranches, soit en pavé, soit entier. On va dire 99,9% est du saumon qui vient de ferme aquacole. Arnaud Vanham vend chaque semaine près de 150 kg de saumon, une part très importante de son chiffre d'affaires. Pourtant, 7 clients sur 10 se montrent inquiets et veulent en connaître la provenance. Le consommateur en France a une grosse peur sur le risque sanitaire du saumon. Il s'imagine que c'est des produits qui sont élevés n'importe comment, donc il pose beaucoup de questions par rapport à ça. Bonne journée, au revoir. Arnaud Vanham s'approvisionne au marché international de Rungis. La nuit, à 2 h du matin, il y rencontre ses distributeurs. Il exige la meilleure qualité. Pour cela, il examine les arrivages,
ouvre les coffres, choisit ses pièces de saumon et accorde une attention toute particulière à leur provenance. 2 pays l'intéressent, l'Écosse et la Norvège. Le saumon de Norvège, c'est à la fois un pilier culturel et économique du pays. Les Norvégiens produisent plus d'1,2 million de tonnes de saumon chaque année. 95% sont exportés, une production considérable à l'échelle d'un seul pays. Tout commence donc ici. Le long de ce littoral norvégien, ont poussé depuis les années 70 plus de 950 fermes d'élevage. Direction Bergen, nous sommes au sud-ouest de la Norvège. Avec 273 000 habitants, c'est la 2e ville du pays. Nous nous rendons dans l'une des nombreuses fermes situées sur la côte. Elle appartient au leader mondial de la production de saumon d'élevage. Nous y découvrons d'immenses fermes aquacoles. Leurs dimensions sont en moyenne de 120 mètres de circonférence, 40 mètres de large, 30 mètres de profondeur. Chacune contient près de 100 000 saumons. Avec seulement 10 cages, cette ferme abrite à elle seule environ 1 million de saumons. La Norvège a un littoral étendu. Il y a de nombreux fjords. Il y a un équilibre entre des zones protégées avec de l'eau propre et des zones de courant avec une bonne circulation de l'eau. Grâce à cela, les conditions sont très favorables à l'élevage de saumon. La réglementation norvégienne impose une limite maximale de 200 000 saumons par cage, ce qui laisse assez d'espace entre chaque poisson. C'est le cas ici, et pourtant les saumons semblent amassés les uns contre les autres. La densité dans les cages est de 97,5% d'eau et seulement 2,5% de poissons. Ils ont donc beaucoup d'espace pour nager. Les saumons sont en fait des animaux grégaires. Ils sont concentrés dans un même lieu car ils aiment vivre en banc. Ils sont transférés dans ces cages tout petits. Ils pèsent alors à peine 100 grammes. Ils y resteront jusqu'à 5 à 6 kilos, le poids de leur commercialisation. Les conditions de l'élevage de saumon sont assez semblables à sa vie dans la nature. Il y a un stock de reproducteurs, les saumons père et mère. Ils se reproduisent, les femelles pondent des œufs, ils sont gardés en eau douce. C'est le cycle de vie naturel du saumon. Ensuite, lorsqu'ils sont âgés d'1 an environ, ils s'apprêtent à vivre en eau de mer. Les saumons sont sous haute surveillance. Chaque cage est munie d'un dispositif de caméra. À intervalles réguliers, des souffleuses distribuent de petits granulés à la surface des cages. Un système automatisé qui se met en route entre 7 h du matin et 17 h et qui n'a qu'une seule fonction, nourrir ces centaines de milliers de saumons. Le métabolisme et l'activité des saumons varient selon la température de l'eau. Ainsi, si on connaît la température et leur taille, on peut savoir de combien de granulés ils ont besoin chaque jour. De plus, nous suivons leur appétit visuellement. Ne pas donner plus de nourriture que nécessaire est capital pour un éleveur. Les granulés non consommés par les saumons tombent au fond de la mer, une perte nette. Mais le problème n'est pas seulement économique. Un tel dépôt, juste en dessous des cages, est néfaste pour l'environnement. C'est l'une des raisons pour laquelle les granulés ont remplacé les grosses boulettes que l'on voyait encore il y a quelques années. Ils sont plus compacts et se dissolvent moins dans l'eau. Quand on nourrit un animal et qu'il vit et grandit, cela entraîne inévitablement des déjections. C'est normal. Elles s'accumulent dans le fond marin. Et c'est pour cela qu'il y a des réglementations strictes sur la manière de les contrôler. Nous sommes obligés de surveiller régulièrement qu'elles ne dépassent pas les limites réglementaires. Le contenu de ces granulés de nourriture intrigue et inquiète les consommateurs depuis plusieurs années. Que mangent réellement les saumons d'élevage? Protéines, acides gras, minéraux, vitamines? Mais quelle en est la provenance? Le saumon d'élevage a longtemps été nourri principalement de farine et d'huile de poisson. Mais il a fallu réduire considérablement cet apport ces dernières années. Ces farines et ces huiles sont composées de petits poissons sauvages pêchés dans les océans. Mais du fait d'une trop forte demande, leur stock a très dangereusement diminué.
La farine et l'huile de poisson sont des ressources limitées et il n'est pas très logique d'utiliser tant de poissons pour produire du saumon. Nous essayons d'évoluer d'une manière plus durable, afin que l'on puisse produire du saumon qui n'ait pas besoin de consommer autant de poissons. Si on peut utiliser des matières premières sans poissons pour nourrir les poissons, on devient alors producteur net d'aliments bons pour la santé. C'est pourquoi on tente aujourd'hui de substituer une partie des farines et huiles de poisson par des protéines et des matières grasses d'origine végétale. L'alimentation des saumons contient environ 25% de farine et d'huile de poisson. Le reste est composé de matières premières d'origine végétale, telles que le soja, les algues, le blé. La pression exercée sur les stocks de petits poissons sauvages n'est pas la seule raison pour laquelle la Norvège a décidé d'introduire des végétaux dans l'alimentation de ses saumons d'élevage. La présence de différents polluants retrouvés dans la chair du saumon a été un déclencheur. Mais d'où peuvent provenir ces contaminants? Pour le comprendre, nous sommes allés à Rome, à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Malcolm Beveridge est expert pour le développement d'une aquaculture durable. En ce qui concerne la salmoniculture, les polluants viennent grosso modo des aliments avec lesquels on nourrit les saumons dans les fermes. C'est le cas parce que les humains ont fait preuve de négligence dans leur utilisation de produits chimiques pendant plusieurs décennies. Or, plusieurs d'entre eux sont persistants. Et à la longue, beaucoup aboutissent dans la mer, où ils entrent dans la chaîne alimentaire. Ils peuvent donc apparaître dans la chair du saumon. C'est ce que l'on appelle la bioaccumulation. Les molécules organiques complexes, les PCB, les dioxines, mais aussi les métaux lourds présents dans l'écosystème marin, sont absorbés par les algues, que mange ensuite le plancton, que consomment les petits poissons, des petits poissons mangés ensuite par les saumons. En nourrissant les saumons d'élevage principalement de protéines végétales, ils contiennent ainsi un taux de polluants moins important que le saumon sauvage. Paris. Au siège de l'ONG internationale de protection de la nature WWF, les études sur l'impact environnemental de l'alimentation du saumon d'élevage sont une priorité. De gros progrès ont été faits. Maintenant, il faudrait faire en sorte que l'alimentation aussi des saumons issus de protéines végétales soit durable elle aussi. Ce soja, il faut bien le produire. Il est surtout produit en Amérique du Sud et il aussi met une grosse pression sur les écosystèmes forestiers d'Amérique du Sud. Nourrir les poissons d'élevage à partir de végétaux pourrait être une solution, mais à la condition de ne pas détruire davantage les sols agricoles et de ne pas déboiser des hectares de forêt pour produire les graines de soja nécessaires. Un idéal à atteindre est d'utiliser des protéines végétales cultivées avec un minimum de pesticides et autres contaminants, le risque étant de les retrouver également dans la chair du saumon. Les résidus des aliments et les déjections que l'on trouve juste en dessous des cages sont aussi une source d'inquiétude. Ça crée d'énormes problèmes environnementaux, des dead zones, des zones mortes dans les zones d'élevage où plus rien ne pousse, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus du tout de vie marine dans ces zones-là. Une problématique qu'admettent tout à fait les éleveurs norvégiens. Il ne faut pas produire plus que ce que l'environnement peut supporter. Donc, après une période de production, nous laissons les cages vides pendant un certain temps avant de recommencer un cycle de production, afin que les fonds marins et l'environnement puissent se régénérer. Il y a pas mal de choses qui ont changé en Norvège, effectivement. La Norvège étant quand même à la pointe de la durabilité liée à l'élevage de saumon. Parmi les défis que les éleveurs doivent encore relever, il y a la provenance de leur farine de poissons sauvages. Elles ne viennent malheureusement pas toutes de Norvège, loin de là. Elles sont importées en majorité du Pérou et de Mauritanie. C'est leur transport qui pose problème. La filière norvégienne, comme les autres pays producteurs de saumon, a en effet l'obligation d'ajouter à ces farines un antioxydant extrêmement toxique, les toxikines. Les toxikines permettent à ce qu'il n'y ait pas un réchauffement de ces ingrédients pendant le transport qui dure quand même assez longtemps. Et donc, ils vont empêcher une inflammation en fait, pendant le transport. La farine de poisson, très riche en acides gras, doit être stabilisée pendant son transport. Sans ce conservateur, elle pourrait s'oxyder, se réchauffer et même prendre feu.
Les lipides pourraient même devenir rances et transférer un goût indésirable au saumon d'élevage. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, nous, filière norvégienne, parce que c'est obligatoire. Maintenant, s'il y a une nouvelle législation européenne qui dit qu'il y a un autre produit qu'il faut utiliser, qu'il ne faut plus utiliser les toxiquides, forcément on changera. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Les professionnels de la filière font face à un autre défi tout aussi inquiétant. Éviter tout contact entre les saumons d'élevage et les saumons sauvages. Et ce n'est pas facile, car la difficulté, ce sont les échappées. Lorsque les saumons d'élevage parviennent à sortir de leur cage, le plus souvent en raison d'une tempête qui a endommagé les filets. En 2006, les éleveurs ont recensé plus de 920 000 échappées, contre 157 000 en 2015. Mais même si le nombre d'échappées diminue, le problème est suffisamment préoccupant pour être pris très au sérieux par les autorités norvégiennes. Leur crainte, que les saumons d'élevage migrent vers les eaux fluviales et se reproduisent avec les poissons sauvages. Aujourd'hui, le saumon d'élevage est un mélange de 40 à 50 variétés de saumon sauvage. Il se distingue un peu génétiquement. Quand un poisson d'élevage s'échappe, il est important d'essayer de le capturer avant qu'il ne se reproduise avec une espèce sauvage et qu'il ne se mélange génétiquement. Il existe des espèces génétiques différentes et des sous-populations différentes de poissons sauvages qui occupent les cours d'eau. Et nous voulons garder cette diversité. En Norvège, les cages enfermant les saumons d'élevage sont désormais interdites près des lieux de vie des saumons sauvages. Une préconisation de l'Institut de recherche marine. Nous n'en comprenons pas vraiment toutes les conséquences, mais nous voulons tout de même conserver le saumon sauvage tel qu'il est. Voilà un des enjeux. L'autre aspect, c'est que les saumons qui s'échappent pourraient souffrir d'une maladie. Et bien qu'on n'ait pas encore de preuves, nous pensons qu'il pourrait avoir un impact sur les saumons sauvages en leur transférant des maladies. Le saumon d'élevage est un saumon obtenu par croisement successif de plusieurs variétés de saumons sauvages pour produire un maximum de chair en un minimum de temps. Sa reproduction dans la nature avec des saumons sauvages pourrait affaiblir les espèces. Les éleveurs doivent aussi faire face à un enjeu méconnu du grand public, le poux de mer. Car quand ce n'est pas le saumon qui sort des cages, ce sont des parasites qui entrent. Et le parasite en question est une sorte de crustacé qui vit naturellement en milieu marin. Il vient se fixer sur la peau des saumons. Un enclos plus une grande quantité de poissons, ce sont les conditions idéales pour sa reproduction. À l'origine, il est présent sur le saumon sauvage, et cela depuis des millions d'années. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de saumons le long des côtes, alors que normalement, ils séjournent dans les rivières, puis entrent rapidement dans la mer. Et ce nouveau contexte rend plus difficile le contrôle du parasite. Les poux de mer ne posent aucun problème pour la sécurité alimentaire, ni même pour les saumons, s'ils ne sont pas attaqués par une trop grande quantité de poux. Mais dès qu'ils se concentrent sur un même poisson, ils l'affaiblissent et peuvent même le tuer. Contrôler leur prolifération est essentiel pour les saumons élevés, mais aussi pour les poissons sauvages. Les poux de saumon ont un impact limité sur le saumon d'élevage. Mais ces poux se mettent à avoir un impact négatif sur le saumon sauvage et sur la truite de mer sauvage. Et ça, c'est un problème. Alors, pour affronter ce problème, il faut un contrôle très strict des poux de saumon dans les fermes aquacoles. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucune solution satisfaisante pour les éradiquer. Les éleveurs utilisent des poissons nettoyeurs comme la lompe et le labre, des prédateurs naturels du parasite. Stockés dans les cages d'élevage, ils mangent les poux directement sur les saumons. Si les poissons nettoyeurs ne règlent pas le problème à 100%, il faut utiliser des traitements pour retirer les poux et en diminuer le taux, afin d'éviter la prolifération des poux dans les fermes. Mais quels sont ces traitements? La législation est très stricte, elle tolère une moyenne de 0,5 poux femelles par poisson. Au-delà, l'éleveur doit trouver une solution qui passe souvent par l'utilisation de médicaments ou de produits chimiques comme les antiparasitaires. Un des traitements que j'utilise, c'est le peroxyde d'hydrogène.
C'est la même substance chimique que l'on utilise pour blanchir les cheveux ou les dents. Mais en concentration très élevée, elle tue les poux de mer. On peut l'utiliser dans l'eau ou l'administrer dans les aliments des saumons. Ces produits chimiques sont toxiques. Ils sont appliqués en bain de traitement dans l'eau, et même s'ils ne sont pas nuisibles pour les poissons mais pour les poux, ils sont introduits dans l'environnement. Et nous ne voulons pas que cela ait lieu souvent. L'impact sur l'environnement marin est bien une réalité. Parmi les produits chimiques utilisés, il y en a un en particulier controversé et très surveillé, le diflubenzuron. Il inquiète à juste titre écologistes et consommateurs depuis plusieurs années. Son utilisation est très réglementée en Norvège, tout comme dans les pays de l'Union européenne qui élèvent du saumon. Actuellement, je pense que l'on peut être certain qu'il est utilisé en quantité sûre, sans danger. Je pense que d'ici quelques années, on n'utilisera plus le diflubenzuron parce que tout le monde va dans le sens du non médicamenteux en Norvège. En fait, l'utilisation de ces produits est extrêmement coûteuse et c'est pas bon pour l'environnement. Donc personne ne souhaite pérenniser cette pratique. D'autant que les poux de mer commencent à développer une résistance aux antiparasitaires comme le diflubenzuron. Trouver d'autres méthodes plus saines et respectueuses de l'environnement devient inévitable. Nous pouvons aussi prévenir l'entrée des poux de mer dans les cages en utilisant des sortes de jupes, des bâches isolantes autour des filets. Et nous avons quelque chose de particulier que les éleveurs sont en train d'essayer. Il s'agit de tirer sur les poux de mer avec un laser pour les retirer. Le laser détecte les poux sur le saumon et leur tire dessus pour les tuer. C'est très high-tech. Deux autres précautions sont essentielles pour limiter la prolifération du parasite. Éloigner les saumons d'élevage des lieux de vie des saumons sauvages et espacer au maximum les cages les unes des autres. La propagation de maladies virales et bactériennes qui pourraient atteindre les saumons est également l'une des craintes des éleveurs. Toute une économie serait affectée. La distance entre les fermes est là aussi l'une des clés pour limiter les épidémies. Il y a encore quelques années, elles étaient trop rapprochées les unes des autres. Alors les normes sanitaires se sont durcies. Aujourd'hui, la réglementation prévoit une distance de 5 km entre les fermes, réévaluable en fonction de leur situation géographique. Une manière très importante de contrôler la santé des poissons et d'éviter les maladies, c'est le choix du site des cages, mais aussi la manière dont on introduit de nouveaux poissons. Il est très important que tous les anciens poissons du site soient capturés avant d'introduire de nouveaux poissons. Voilà une des mesures les plus importantes en ce qui concerne le contrôle des maladies dans la salmoniculture. Mais ces précautions sont insuffisantes. Le risque d'épidémie est tel que l'utilisation de produits pharmaceutiques reste parfois nécessaire. Mais il y a d'autres alternatives. Le recours aux antibiotiques dans les fermes d'élevage de saumon était sûrement une question il y a 20 ou 30 ans. Mais au début des années 90, on a commencé à développer, ou on a étudié comment développer la vaccination sur les saumons. De nos jours, presque tous les saumons sont vaccinés, et cette pratique permet le contrôle de la grande majorité des maladies. Avant qu'ils soient introduits en mer, ils sont vaccinés par injection. Cela les protège parfaitement contre les maladies bactériennes. Donc l'usage d'antibiotiques s'approche de zéro dans l'industrie norvégienne, et ceci depuis de nombreuses années. La vaccination a donc permis de supprimer presque en totalité leur utilisation. En comparaison, près de 90% des antibiotiques du pays sont destinés aux humains, moins de 10% à l'élevage de bétail, et environ 1% à l'aquaculture. La Norvège n'en utiliserait plus qu'une demi-tonne pour sa production annuelle. Mais a-t-on suffisamment de recul sur l'utilisation massive de ces vaccins? C'est tout le sujet et tout le débat actuel, effectivement, de savoir, il faut qu'on ait un peu plus de retour d'expérience, effectivement, sur la vaccination du saumon. Ça reste encore assez nouveau et on a assez peu de données et de retour d'expérience sur ce sujet-là. Car l'une des questions fondamentales est bien celle de la santé du consommateur. Peut-il avoir confiance en l'aquaculture d'aujourd'hui? Le saumon est en contact quasi permanent avec les polluants issus de l'activité humaine, déjà présents dans son environnement marin. Pour savoir si ces substances peuvent être retrouvées dans la chair que nous consommons,
nous sommes allés à l'Institut national de recherche sur la nutrition et les produits de la mer de Norvège, à Bergen. C'est dans ce laboratoire que le saumon d'élevage est surveillé pour l'autorité norvégienne de la sécurité des aliments. Les inspecteurs de l'autorité norvégienne de sécurité alimentaire se rendent dans les fermes d'élevage à l'improviste. Ils prennent les échantillons qu'ils veulent, les éleveurs ne peuvent pas les choisir eux-mêmes. Et ils prélèvent des échantillons à tous les stades de la durée de vie du saumon, du tacon, le jeune saumon, à sa taille commerciale. Nous en recevons 13 000 et nous les analysons à la recherche de nombreuses substances différentes. Les échantillons prélevés sont analysés pour définir la composition en produits chimiques de la chair du saumon. Tous les contaminants possibles sont recherchés. PCB, dioxines, antibiotiques, conservateurs, métaux lourds, comme le mercure. Car bien que la Norvège ne soit pas un État membre de l'Union européenne, elle doit impérativement se conformer aux seuils maximaux européens autorisés. Impossible d'exporter un saumon contenant un taux de polluants non admissible en France. Rassurant, même si des traces d'étoxyquine, l'antioxydant contenu dans les farines de poisson, ont bien été retrouvées. Parce que de la farine de poisson, il se retrouve dans la nourriture des poissons et il passe ensuite dans les filets de saumon. Nous avons calculé combien une portion de saumon atlantique de 300 grammes représente dans la dose journalière admissible des toxiquines. Et elle est à peu près de 15% de ce que l'on peut tolérer chaque jour ou de ce qui est admissible par jour. Alors cela ne pose aucun problème en fait. Le diflubenzuron utilisé pour lutter contre les poux de mer ne passe pas non plus inaperçu. Jusqu'ici, nous n'avions pas été en mesure d'identifier ces substances. Mais cette année, nous en avons trouvé des traces. Très inférieures au seuil maximum de l'Union européenne, mais nous en avons trouvé. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de savoir que notre système fonctionne. Maintenant, lorsque l'utilisation de ces substances augmente, nous pouvons les détecter avec notre système de surveillance. Concernant les polluants que l'on trouve dans la mer, la diminution des farines de poissons sauvages au profit de farines végétales depuis une dizaine d'années a été capitale. L'huile végétale est maintenant la plus grande source de lipides dans l'alimentation du saumon. Cela a un effet positif sur les taux de dioxines et de PCB contenus dans cette nourriture et influence donc leur teneur dans la chair du poisson. Aujourd'hui, on constate une réduction de 70% de dioxines et de PCB dans le saumon d'élevage. Et pour que les concentrations en substances pharmaceutiques comme les antibiotiques soient inférieures aux limites maximales autorisées, la réglementation norvégienne impose que le saumon traité ne puisse être abattu que 7 jours après la dernière administration du médicament. Une précaution pour que le produit ne présente aucun risque sanitaire pour le consommateur. La présence de polluants et de produits pharmaceutiques dans la chair du saumon est une question éminemment sensible. Pour savoir qui fixe les seuils maximums de polluants autorisés et quels contrôles sont effectués sur le territoire français, nous avons rencontré le docteur Pouliquin, toxicologue. Aujourd'hui, les limites maximales de résidus qui sont fixées elles aussi au niveau européen. Et aujourd'hui, effectivement, on a le recul. Et si jamais il y a des données toxicologiques nouvelles qui apparaissent, ces limites maximales de résidus peuvent être revues sans aucun problème. Les niveaux, ou du moins les teneurs maximales, effectivement, aujourd'hui, sont fixés, on va dire, par des experts ou par des comités d'experts. Alors, soit au niveau français, soit au niveau européen, ça peut être au sein de l'Agence européenne du médicament également, ou bien enfin, bien sûr, au niveau mondial, au niveau de l'OMS. En France, ces seuils autorisés par la communauté scientifique sont vérifiés par la Direction générale de l'alimentation. Elle a en charge le contrôle des aliments et réalise chaque année près de 60 000 prélèvements, soit près de 800 000 analyses, tous produits confondus. Mais cela veut-il donc dire que nous pouvons consommer du saumon d'élevage en toute sécurité régulièrement, sans aucune précaution? La question mérite d'être soulevée, sachant que chaque Français en consomme tout de même près de 2,6 kg par an. Doit-on s'inquiéter d'un tel taux de consommation? Quand on parle de dose hebdomadaire tolérable, comment peut-on être sûr qu'un consommateur ne la dépasse pas? Parce qu'on est parti des consommations moyennes, soit en France, soit en Europe. Si vous consommez équilibré, vous ne dépasserez jamais cette dose hebdomadaire tolérable, surtout
Je précise que cette dose, elle a été calculée pour quelqu'un qui mangerait ce contaminant-là pendant tous les jours de toute sa vie. Or, si vous mangez équilibré, il y a des jours où vous n'allez pas avoir accès à ce contaminant. Et donc, effectivement, je pense que du point de vue de la sécurité pour le consommateur, on est quand même plutôt bien. Manger équilibré, ce serait donc la clé. Car nous sommes entourés quotidiennement de substances toxiques que l'on trouve dans notre alimentation, bien sûr, mais aussi dans ce que nous buvons, dans l'air que nous respirons, même dans ce que nous touchons. L'ensemble de ces polluants associés entre eux ne seraient-ils pas nocifs? Leurs doses maximales autorisées ne seraient-elles pas dangereuses sur le long terme? Comme vous faites des cocktails de différents polluants, etc., il y a une bioaccumulation, c'est-à-dire une accumulation dans les tissus organiques, qui fait que pour certains d'entre nous, ça peut être nocif à l'échelle d'une vie. Et on se pose des questions par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit revoir cette théorie, c'est la dose qui fait le poison, ou est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut analyser les différents éléments les uns avec les autres? Alors, ça c'est vrai que ces effets à long terme de ces cocktails de toxiques sont relativement mal connus aujourd'hui. Chacun a des contaminants. Ils ont été testés de façon uniquement théorique et un par un. C'est-à-dire qu'on a testé la toxicité du contaminant A, du contaminant B, mais jamais du mélange du contaminant A plus B. Donc effectivement, sur un plan théorique, ça tient la route, mais c'est tout. Il y a quelques années, ces études étaient rassurantes, mais aujourd'hui, les chercheurs se penchent davantage sur les effets du mélange des substances que nous absorbons au quotidien. En attendant, une étude de la FAO et de l'OMS rappelle que les effets bénéfiques du saumon sur la santé du consommateur sont nettement supérieurs aux effets négatifs que pourrait engendrer la présence de ces composés. Oui, il faut manger du poisson. Pourquoi? Parce que ça vous apporte des oméga 3. Ça fait partie du fameux régime méditerranéen, les oméga 3. Donc il y a une diminution des maladies cardiovasculaires qui a été prouvée. Ça protège le cœur. Quand vous avez des oméga 3 également, ça a une action anti-inflammatoire. Donc anti-inflammatoire, ça va permettre de lutter contre certaines maladies qui sont plutôt inflammatoires. Donc comme le diabète, comme les maladies rhumatologiques, comme l'obésité. Donc tout ça, c'est intéressant. L'avantage du saumon est qu'il est un poisson gras, donc très riche en oméga 3. C'est aussi son principal défaut, car c'est dans les graisses que se concentrent justement les composés polluants. On en retrouve donc davantage chez les poissons gras que chez les poissons maigres, comme le lieu noir. Peut-on consommer du saumon d'élevage, ou même du saumon d'ailleurs tout court, tous les jours? Certainement pas. Je conseillerais effectivement de manger au maximum 2 fois du poisson par semaine, en associant pour l'un des repas un poisson gras riche en oméga 3, effectivement de type saumon, de type maquereau ou autre, et sur l'autre repas, un autre poisson, mais un poisson maigre, de type lieu noir, sole ou autre. Vous n'avez pas de danger quand vous achetez du poisson sur l'étal de votre poissonnier. Donc il ne faut pas crier au scandale et faire croire qu'il y a une panique, etc. dans nos assiettes. Il y a suffisamment déjà d'inquiétudes, etc. pour en rajouter. Donc je pense que simplement, il faut varier votre consommation, mais ça c'est valable pour tout. En variant votre poisson, vous diminuez un petit peu les risques de rencontrer des problèmes d'accumulation de certains polluants. Mais si vous en mangez de temps en temps, vous n'aurez pas de danger. Retirer la peau du saumon et le gras qui l'entoure est aussi un réflexe à acquérir, car ils sont plus concentrés en divers polluants. Alors pour consommer un poisson respectueux de son environnement et plus sain, peut-on se fier aux labels qui apparaissent sur nos emballages? Il devient difficile de s'y retrouver tant il en existe des dizaines. Nous nous sommes intéressés à la norme ASC, Aquaculture Stewardship Council. Son objectif? Inciter les éleveurs à développer les meilleures pratiques de l'industrie aquacole et certifier des produits de la mer issus d'une aquaculture responsable. La certification ASC est un label qui garantit aux consommateurs que leur poisson provient d'une ferme qui veille sur l'environnement et sur les enjeux sociaux. Car il faut penser aux travailleurs au sein de la ferme, ainsi qu'aux personnes qui résident à proximité, puisqu'ils peuvent également être affectés par son fonctionnement. La vocation de la norme ASC n'est pas le contrôle de la sécurité alimentaire, même si elle y contribue indirectement en réduisant au minimum l'impact environnemental et social de l'aquaculture commerciale. On ne recherche pas à mesurer la qualité du produit en tant que tel. Mais si la norme est mise en œuvre de manière correcte, sans aucun doute, la qualité dans de nombreux cas s'améliorera. Puisque si on contrôle davantage la qualité de la nourriture donnée aux poissons et davantage la qualité de l'eau, on contribue forcément à la qualité du produit. Mais ce n'est pas notre première préoccupation.
L'organisation ASC est récente, sa création date de 2010. Depuis, le nombre de fermes d'élevage certifiées ne cesse d'augmenter. On en compte actuellement 250 dans le monde entier, dont 115 produisent uniquement du saumon. 70 se situent en Norvège. C'est d'ailleurs en Norvège que la première ferme d'élevage de saumon ASC a vu le jour. L'industrie norvégienne doit désormais intégrer le développement durable dans la production. Au niveau norvégien, ce qu'il faut souligner, c'est que les plus grands acteurs du saumon d'élevage, qui représentent 70% de la production mondiale de saumon d'élevage, se sont rassemblés avec pour objectif de certifier l'ensemble de leur production, donc 100% de leur production en saumon, la certifier ASC en 2020. Donc c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais on est sur la bonne voie. Je trouve que l'ASC se présente comme la certification environnementale la plus complète aujourd'hui et vraiment apporte quelque chose de nouveau à cette filière qui est encore plus stricte que la réglementation et qui permet aussi de rendre visible tout ce que fait la filière aquacole en termes environnementaux vis-à-vis du consommateur. D'un point de vue purement économique, il s'agit aussi d'une avancée pour les fermes d'élevage. Une industrie durable est aujourd'hui plus que profitable, contrairement à ce que l'on a pu penser pendant des années. C'est leur façon de gérer leur exploitation qui deviendra plus efficace et ils feront donc des économies. En ce qui concerne le bien-être des animaux, par exemple, c'est dans l'intérêt de l'industrie que les poissons se sentent bien. Si un poisson est par exemple stressé, il grandira moins vite. Et si c'est le cas, ce n'est pas positif d'un point de vue économique. Aujourd'hui, je pense qu'économie rime avec écologie et que si on ne préserve pas les ressources naturelles qu'on a, on ne peut pas avoir une économie non plus qui soit durable. C'est pas uniquement pour de l'image qu'on va aller vers des certifications comme l'ASC par exemple. C'est qu'on estime aussi que économiquement, ça a vraiment un intérêt sur le long terme. En France, les produits certifiés ASC arrivent petit à petit. Certaines enseignes commencent depuis peu à les distribuer, mais pour le moment, ce sont les labels type label rouge ou certifié bio qui sont les plus présents dans nos grandes surfaces. Dès lors que vous avez un label, ça veut dire que derrière, il y a une charte et qu'il y a un meilleur traitement de l'animal. Donc il y a un effort qui a été fait et qui rejaillit sur la qualité de la chair. Et certainement que la teneur, par exemple, en oméga 3 est plus garantie dans ce cadre-là. Sur le label rouge, on a des critères en matière de qualité de l'alimentation, notamment en matière de produits issus de la pêche minotière, faire en sorte qu'on ne mette pas la pression sur des espèces sauvages qui soient en danger, en danger d'extinction. Donc c'est un label intéressant. Et le label bio, c'est le top en matière de qualité environnementale cette fois. On n'est vraiment que sur des paramètres environnementaux, mais où toute l'alimentation animale est obligatoirement bio, avec interdiction des traitements antibiotiques et des traitements pesticides. Et même dans le cadre d'une aquaculture sans aucun traitement, un paramètre reste non maîtrisable pour l'éleveur, la qualité de l'eau marine. Et c'est bien là le cœur du problème. Si l'eau dans laquelle le saumon grandit est polluée, sa chair le sera aussi. Les labels ne résolvent donc pas tout. Le lieu où il est élevé et pêché reste déterminant. Et c'est aussi le cas pour le saumon bio. Le bio n'est pas un gage de qualité si on s'intéresse uniquement aux contaminants non intentionnels, donc les PCB, les dioxines, etc. Certainement pas, puisque tout dépend effectivement du milieu dans lequel est élevé le saumon. Mais à quoi sert un saumon parfait si la transformation, elle, ne préserve pas la santé du consommateur? Car le consommateur français est friand d'un produit en particulier, le saumon fumé. Avec près de 20 000 tonnes de saumon fumé achetés en France chaque année, une grande partie du saumon importé de Norvège est donc transformé avant d'atterrir dans nos assiettes. Mais les procédés utilisés sont-ils parfaitement contrôlés et pourraient-ils ajouter de nouveaux contaminants? Alors, pour ce qui est effectivement du fumage, c'est effectivement un process, qu'il soit d'ailleurs industriel ou artisanal, qui effectivement peut générer des contaminants toxiques. Et tout le monde le sait, il s'agit des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les mêmes d'ailleurs qui sont générés quand vous faites griller du saumon ou même un simple steak sur du charbon de bois l'été autour d'un barbecue. C'est exactement la même chose.
Pour que le process de fumage soit sécurisé, il doit être maîtrisé d'un bout à l'autre. C'est le cas dans cet atelier. Les produits sont réalisés à partir de saumon sauvage, mais aussi et surtout de saumon d'élevage, dont 50% de saumon bio. Stéphane Roche a accepté de nous ouvrir ses portes. Lui prône la méthode de fumage la plus traditionnelle. Il a d'ailleurs participé à la rédaction du cahier des charges du saumon fumé bio. Dans le process de fumaison, nous avons un travail de salage. Donc là, il faut être très rapide. Il faut saler les poissons le plus vite possible. Sel de mer, raffiné. Et après, on va entamer l'étape du séchage et de la fumaison. On fait ça par paliers, progressivement, parce qu'on ne veut pas brûler. C'est vraiment la douceur, on travaille dans le raffinement. C'est vraiment, on doit retrouver la qualité intrinsèque du produit. Donc une fumaison douce au bois de hêtre et de chêne, qui sont les essences qu'on a nous en France et ce qui fait la typicité de la production française. À la demande de l'un de ses clients, divers polluants pouvant contaminer le saumon à l'étape du fumage ont été mesurés. Ce n'est pas du tout une problématique qui est à jour parce qu'il n'y a aucun autre ingrédient qui rentre en ligne de compte. Le bois est non traité, la fumaison se fait à froid, pas à chaud. Et vous avez vu le fumoir, c'est une fumaison indirecte, c'est-à-dire que le générateur de fumée est séparé du fumoir et évidemment c'est filtré. Donc c'est une problématique qui n'a aucun intérêt. Dans ce cas, le saumon fumé ne présente pas de risque sanitaire s'il est consommé occasionnellement. Mais cette méthode de fumage, à l'aide d'un générateur de fumée externe, n'est pas toujours utilisée. Elle est plus onéreuse, plus lente, et certains acteurs de l'industrie la remplacent parfois par des techniques moins traditionnelles. Mais pour obtenir un saumon fumé sain, la qualité de la matière première doit être avant tout irréprochable. Le saumon doit être élevé dans les meilleures conditions et grandir naturellement. Pour s'en assurer, Stéphane Roche n'a pas hésité à se déplacer. Si on a un produit de mauvaise qualité, moi je n'ai pas la peau de perlimpinpin pour vous sortir un beau produit. C'est pas possible. Donc on va évidemment voir nos éleveurs, on essaie d'avoir un courant de confiance, on regarde évidemment in situ comment ils travaillent. C'est une activité qui a énormément évolué et ce que je peux dire, c'est que vraiment la qualité des produits s'améliore de génération en génération. Mais l'aquaculture durable aurait-elle aussi d'autres vertus insoupçonnées? Washington, siège de la Banque mondiale. Lutter contre la pauvreté tout en développant une croissance durable est la mission que met en avant l'organisation. Elle encourage depuis longtemps le développement d'une aquaculture durable et ce n'est pas un hasard. Les retombées économiques et environnementales seront bénéfiques à de nombreux pays. Je crois que le saumon norvégien est un bon modèle d'une gestion industrielle responsable. Ils font beaucoup d'efforts. Le départ a été un peu difficile, mais l'industrie s'est professionnalisée. Les normes se sont beaucoup améliorées. Et je pense qu'il s'agit d'un produit de bonne qualité et d'une industrie assez bien réglementée. C'est effectivement un élevage qui est devenu plus durable ces dernières années, qui nous inquiète un peu moins que d'autres régions du monde. Même s'il reste beaucoup de progrès à réaliser, la salmoniculture de Norvège serait donc devenue l'une des plus sophistiquées et réglementées au monde. Le contrôle des licences en est le parfait exemple. Pour installer de nouvelles cages, les éleveurs doivent obtenir une licence et une concession accordées par le gouvernement norvégien. Mais aujourd'hui, c'est presque mission impossible. Pour l'instant, le nombre de concessions est plafonné. Pour des raisons environnementales, on n'est pas sûr encore que la côte de Norvège puisse accueillir encore plus d'élevage dans les conditions actuelles. Une des raisons est que le gouvernement ne veut pas que les produits chimiques contre les poux soient utilisés. Il veut que l'industrie soit plus radicale pour faire avancer les choses, pour trouver d'autres manières de contrôler les poux que les produits chimiques. Je crois que globalement, il est communément admis qu'il faut faire face à ce problème de poux de saumon avant que l'industrie salmonicole puisse se développer davantage en Norvège. La filière aquacole aimerait poursuivre son développement plus rapidement, mais elle se heurte aux réglementations norvégiennes car la capacité de production est limitée par la loi. L'objectif, inciter les éleveurs à investir dans des technologies plus respectueuses de l'environnement, leur permettant de diminuer la quantité de produits chimiques utilisés et de polluants rejetés par les fermes.
La Banque mondiale et la FAO travaillent aujourd'hui main dans la main avec plusieurs pays pour mettre en place une harmonisation des règles et une meilleure surveillance des méthodes d'élevage au sein même des fermes. L'aquaculture vit dans l'environnement qu'elle risque de contaminer. S'engager vers de meilleures pratiques doit être obligatoirement la volonté de tous. Les problèmes d'environnement et de maladie ne sont pas forcément des problèmes au niveau de la ferme d'élevage. Si vous avez 100 éleveurs dans un espace donné, et qu'il y en a 99 qui suivent les règles, mais qu'il y en a un qui triche, alors ils vont tous souffrir si ce dernier introduit des maladies, s'il pollue l'eau. Il faut qu'il y ait un certain dispositif de coordination pour le partage des informations entre les éleveurs. La Norvège a été un pionnier pour déterminer la capacité d'assimilation de son environnement. C'est un acteur essentiel dans ce dialogue. L'élevage de saumon est aujourd'hui l'aquaculture la plus développée. Ses connaissances biologiques et son savoir-faire acquis les 40 dernières années se transmettent et donnent l'exemple dans le monde aquacole. Si l'aquaculture en général est si analysée et scrutée, ce n'est pas un hasard. La population mondiale frôlera la barre des 9 milliards en 2050. L'un des plus grands défis sera de produire des aliments en quantité suffisante. La terre est sous pression, les réserves naturelles de poissons sauvages sont en mauvais état. L'aquaculture pourrait bien être l'une des solutions pour satisfaire la demande en protéines de demain. Mon organisation travaille pour essayer d'améliorer et de réévaluer les normes, et pour s'assurer que l'aquaculture puisse devenir l'une des clés pour réduire la pauvreté et la faim dans le monde. Si vous considérez notre planète, elle est couverte de 70% environ d'eau. Mais seulement 2% de notre alimentation provient de l'océan. Donc je suis certaine que l'on doit produire beaucoup plus d'aliments provenant des océans dans les années à venir. Pour notre planète, le poisson offre beaucoup d'avantages qu'on n'a pas dans les animaux terrestres parce que, par exemple, en ce qui concerne le saumon, il a une exploitation excellente de sa nourriture. 1 kg de nourriture fait 1 kg de saumon. Contrairement aux animaux terrestres, par exemple le porc, qui a besoin de 3 kg de nourriture pour grossir d'1 kg, ou le bœuf, qui a besoin de 8 kg pour produire 1 kg de viande. L'aquaculture pourrait donc devenir le pourvoyeur principal de protéines de demain, mais à la condition qu'elle continue le virage amorcé pour améliorer ses pratiques. Car pour augmenter le volume de productions alimentaires, il faut s'assurer que cette croissance se fera d'une manière responsable et durable. Plus inquiétant, l'aquaculture doit se protéger de l'arrivée d'un saumon génétiquement modifié, et ce pourrait être pour bientôt. Des farines de porcs et de volailles pourraient aussi nourrir les saumons. Ce n'est pas d'actualité en Norvège, mais d'autres pays ne céderont-ils pas à la tentation d'élever des saumons à la croissance 2 fois plus rapide ? Pourrait-on se passer de la salmoniculture? Je suppose. La plupart des consommateurs voudraient-ils s'en passer? C'est un sujet de discussion. Je crois que le saumon est rentré dans l'alimentation de beaucoup de personnes. Il est nourrissant et très prisé, particulièrement chez les consommateurs de la classe moyenne, dans le monde entier. Sans l'aquaculture, le poisson deviendrait de plus en plus un aliment pour les riches. Il deviendrait de plus en plus une marchandise rare et de très grande valeur. Déjà, 70% des poissons consommés dans le monde proviennent des fermes d'élevage. L'enjeu pour les économies locales est énorme. La pêche de capture sauvage ayant pratiquement atteint ses limites, la filière aquacole crée des emplois et permet aux populations de rester près des côtes tout en préservant les écosystèmes. D'un côté, la salmoniculture et l'aquaculture en général ont un fort potentiel. Mais d'un autre côté, c'est assez risqué. Alors il faut avoir de bons moyens pour la contrôler, durablement, si on veut développer davantage cette industrie. La consommation de poissons dans le monde a déjà doublé depuis les années 70. L'essor de la demande est l'occasion de développer des pratiques aquacoles plus responsables pour protéger à la fois l'animal, l'environnement et la santé des hommes. Cela doit passer par une prise de conscience de l'ensemble des éleveurs à travers le monde pour ne pas reproduire les excès de l'agriculture intensive.
Nous pensons tous que l'aquaculture a un rôle à jouer, mais il y a des questions. L'aquaculture, comme tout mode de production, ou comme tout aliment que l'on produit et cultive, a un impact sur la planète. Et notre tâche, c'est de déterminer comment minimiser cet impact pour produire des aliments nutritifs, pour créer des emplois décents, pour stimuler la croissance économique. En 2030, les 2/3 des produits de la mer qui finiront dans nos assiettes proviendront des fermes aquacoles. Les pays disposés à investir ainsi dans une aquaculture plus durable s'ouvriront des perspectives économiques intéressantes. Cette aquaculture pourrait bien être la clé de l'alimentation mondiale de demain.